Et ce papier, une fois qu'on l'a utilisé, on va le jeter. Donc bien sûr, dans l'analyse du cycle de vie, on va prendre en compte le traitement de ce déchet-là de papier et également en fin de vie de l'appareil, la fin de vie en fait de l'appareil à majorité composé de plastique. Donc pour faire cette comparaison entre les fumins papier, tissu et électrique, il faut qu'on compare ces cycles de vie. Donc là, dans ce premier cycle de vie, on va fournir toutes les données pour l'essuie-main papier et on va regarder quelle différence on a avec un essuie-main, donc par exemple en tissu. Donc là apparaît en grisé les parties du cycle de vie qui sont communs avec l'essuie-main en papier. Donc on va effectivement extraire de la matière première pour fabriquer l'appareil qui va distribuer l'essuie-main en tissu. Et on va prendre en compte sa fin de vie de cet appareil-là. Par contre, on n'a plus de papier. Et là, il va falloir qu'on étudie l'impact de la production de coton et donc la production de ce tissu qui va rentrer dans l'appareil. Et ce tissu, contrairement au papier, on ne va pas le jeter à chaque utilisation, on va le récupérer et le laver. Donc il faut prendre en compte cet impact-là de la machine à laver, qui a un impact d'utilisation de la lessive, d'énergie et d'eau pour nettoyer ce tissu. Alors bien sûr, il y a des hypothèses derrière ça, du nombre de fois où on peut laver un tissu avant de le jeter et autres. Et bien sûr, on prendra en compte sa fin de vie à partir d'un certain nombre de cycles de séchage. Et l'électrique, donc on fait le même principe, on regarde les étapes communes, donc c'est toujours la production de l'appareil. Donc les étapes sont communes, mais les données ne seront pas forcément identiques puisque les différents appareils n'ont pas forcément la même forme, il y a sûrement un poids différent et autres. Donc ça, ce sera différent et ce sera pris en compte bien entendu, mais ce sera le même type de données qu'on aura à collecter. Et là, pour notre sèche-main électrique, on n'a pas de papier, on n'a pas de tissu, mais on a une production d'électricité qui peut être produite de différentes façons. Donc là, les différentes sources d'énergie disponibles en France, le nucléaire, l'éolien, le thermique, le photovoltaïque. Et pour l'étude, on peut prendre le mix français, donc on sait la répartition des différentes énergies les unes par rapport aux autres. Et l'impact pourra donc aussi être différent entre les pays, puisque le mix français n'est pas le même que le mix allemand ou qu'un autre pays d'Europe. Donc c'est toutes ces genres de choses-là qu'il faudra vérifier lorsqu'on fait cette comparaison-là. Donc ça, c'était un travail qu'a effectué Dyson et qui a mené à des résultats qui sont les suivants. Donc là, à droite, vous avez les systèmes conventionnels. Donc le premier, le sèche-main standard, les rouleaux de tissu, essuie-main papier en prenant du papier vierge et un essuie-main papier en prenant du papier recyclé. Et pour cet exemple-là, on a pris 4 indicateurs qui sont la santé, la qualité de l'écosystème, changement climatique et ressources. Donc, ce sont des indicateurs de dommages principalement. Ça, je reviendrai plus tard dans la présentation sur les différents indicateurs qui existent. Donc, par rapport à ces systèmes conventionnels, Dyson s'est rendu compte qu'en fait, c'est le système avec le rouleau de tissu qui a le moins d'impact. Par rapport aux autres, on voit bien que du coup, le diagramme est plus bas que les autres systèmes conventionnels. Et les systèmes qu'il a étudiés de sèche-main électrique, donc plus innovants, sont les résultats qui apparaissent sur la gauche. Donc il y a trois marques différentes, donc Airblade aluminium, Airblade plastique, Xcelerator. Et donc là, ils se sont bien rendus compte que leur nouveau système permettait de réduire l'impact environnemental du séchage de main. Sachant qu'ils se sont rendus compte que le paramètre clé, en fait, ça va être la durée de séchage. Puisqu'en fait, par rapport à un sèche-main standard électrique, ça reste le même intrant qui est l'électricité. Mais ce qui va changer, c'est la durée de séchage. Donc leur nouveau sèche-main innovant, ils ont une durée de séchage beaucoup plus courte, donc on consomme moins d'énergie. Et donc ils se sont rendus compte, grâce à la CV, que c'était vraiment innovant et intéressant d'un point de vue environnemental de développer ces nouveaux outils. Donc, grâce à cet exemple, en fait, on peut conclure un petit peu des intérêts de l'évaluation environnementale et de l'analyse de cycle de vie. Déjà, le premier intérêt, le premier atout de la méthode, c'est qu'on s'attache à la fonction d'un produit. Donc, si on prend l'exemple de nos sèche-mains, on ne va pas s'intéresser à la fabrication d'un sèche-main, on va s'intéresser
à la fonction sécher les mains d'une personne, ce qui permet d'avoir une comparaison entre différentes gammes de produits. Pareil, là, dans l'exemple, dans les petits dessins que je vous ai mis sur cette slide, si on compare des modes de transport, on ne va pas comparer une voiture à un avion et à un train, on va comparer des kilomètres parcourus pour un usage donné. Donc des kilomètres parcourus pour partir en vacances ou des kilomètres parcourus quotidiennement pour aller au travail, par exemple. Et c'est vraiment très, très important d'avoir ça en tête parce que c'est ça qui permet de comparer les produits et vraiment de connaître le réel impact d'un produit par sa fonction. Le deuxième atout de la méthode, c'est cette approche cycle de vie, donc du berceau à la tombe. On va pouvoir identifier à quelle étape de cycle de vie les impacts environnementaux sont les plus importants. Et des fois, on peut avoir des surprises par rapport à ce qu'on s'imaginait à ce sujet. Par exemple, alors je suis pas sûre que ça va vous surprendre, mais il y avait les premières analyses de cycle de vie, notamment sur les cafetières. On s'est rendu compte que c'est en fait l'utilisation de la cafetière au domicile de l'utilisateur qui était le plus impactant. Donc finalement, un fabricateur de cafetière, quand dans sa fabrication, il va pas forcément mettre le focus sur optimiser les matériaux qu'il va utiliser et autres, mais il va mettre le focus de comment fabriquer une machine qui consomme le moins énergétiquement pour l'utilisateur. Donc il faut avoir cette vision complète pour avoir des actions d'éco-conception qui soient impactantes et marquantes. Et de la même façon, cette approche cycle de vie a un autre avantage. Ça va nous permettre de voir quand on fait une modification d'une étape du cycle de vie pour un principe d'éco-conception, que ça n'entraîne pas de transfert, ce qu'on appelle des transferts d'impact, c'est-à-dire que ça n'augmente pas les impacts d'une autre étape de cycle de vie. Donc par exemple, on peut reprendre l'exemple de la cafetière. On va changer au niveau de sa fabrication un composant pour réduire le poids de la cafetière, donc ce qui va permettre de réduire le transport, puisqu'on transporte un produit qui est moins lourd. Mais peut-être que cette modification qui a été faite va entraîner une consommation d'énergie un peu supérieure, ou alors une fragilité à l'utilisation qui fera qu'on sera obligé de renouveler une machine à café un petit peu plus fréquemment que la moyenne nationale. Et donc c'est vraiment cette approche cycle de vie qui va permettre de voir les répercussions des actions étapes de cycle de vie par étape de cycle de vie. Et le troisième atout de cette méthode, c'est l'approche multicritère. Donc on ne va pas se focaliser que sur un impact environnemental, mais sur plusieurs, et ce qui va permettre d'aussi valider ces transferts de pollution d'un impact vers l'autre. Donc si on prend un exemple, par exemple, on va décider dans une entreprise de réduire les consommations d'eau en mettant en place un système de recyclage de l'eau. Donc en fait, si on prend en compte que l'indicateur consommation d'eau ou pollution des eaux, on va se rendre compte qu'on a fait vraiment une marge de progrès très importante et c'est encourageant. Mais si on n'a pas pris en compte un indicateur type changement climatique ou un indicateur qui rend compte des consommations d'énergie, peut-être qu'on passe à côté du fait que le système de traitement qu'on a mis en place est très énergivore. Oui, peut-être que je baisserai mes impacts sur l'eau, mais peut-être aussi que j'augmenterai mes impacts sur le changement climatique et sur d'autres indicateurs. Donc cette approche multicritère va vraiment permettre d'avoir une vision précise de voilà mon action et voilà sa répercussion sur tous les pans de l'environnement. Ce qui permet d'avoir un vrai outil d'aide à la décision sur la faisabilité et l'intérêt des actions qu'on peut mettre en œuvre. J'avais, pour illustrer un petit peu ce propos, j'avais pris l'exemple en fait aussi d'un véhicule électrique. Donc c'est aussi un exemple que Philippe Roux de l'IRCEA m'a autorisé à réutiliser. Donc on avait vu dans une publicité pour une voiture électrique qu'il n'y avait aucune émission pour un certain nombre de kilomètres. Alors oui, c'est vrai, mais il n'y a pas d'émission pendant l'utilisation de la voiture, c'est-à-dire qu'on ne va pas rejeter des molécules par le pot d'échappement pour les véhicules électriques, mais il y a des émissions pour la production d'électricité. Donc est-ce qu'il y a vraiment zéro émission ou est-ce qu'en fait on déporte les émissions ailleurs?
Et dans le cas de la voiture électrique, il faut se poser des questions du mix électrique du pays où on est. C'est-à-dire qu'en France, où on a un mix électrique qui émet peu de gaz à effet de serre, on peut dire que ça peut être intéressant, mais si on se retrouve dans un pays qui fonctionne avec des centrales à charbon, mais là, on peut peut-être pas parler d'émissions réduites, et en tout cas, hein, c'est sûr qu'on peut pas parler de zéro émission. Donc effectivement, la méthode ACV, ce que je disais tout à l'heure, ça permet d'éviter les transferts de pollution, donc d'une région géographique à une autre. Donc c'est ce qu'on voit avec l'exemple de la voiture électrique, d'une étape de cycle du cycle de vie à une autre, donc effectivement entre l'étape de fabrication de l'électricité et l'étape d'utilisation de la voiture, et d'une catégorie d'impact à une autre. Donc ce que j'expliquais tout à l'heure en disant si on baisse nos consommations d'énergie, peut-être qu'on augmente nos rejets, et c'est des choses qu'il faut mettre dans la balance avant de prendre une décision. Donc en résumé sur l'intérêt de l'évaluation environnementale et plus particulièrement de l'analyse de cycle de vie, le principal intérêt, c'est que cette méthode permet de connaître ses impacts pour mieux les réduire et d'avoir bien en conscience que ces actions de réduction qui vont être mises en place sont bénéfiques à tout point de vue au niveau environnemental. Donc l'ACV est en fait un outil, principalement un outil d'aide à la décision. Donc ça, pour résumer ce que j'ai dit avant, l'ACV va permettre d'établir le profil environnemental d'un produit, donc connaître les impacts, identifier les étapes du cycle de vie les plus contributrices. Elle peut permettre de comparer et de tester différents scénarios alternatifs, donc dire voilà mon état actuel, j'envisage de mettre en place une chaudière biomasse, par exemple, quel serait mon impact avec cette chaudière biomasse là. Ça permet peut-être aussi de se comparer avec la concurrence, si des données de la concurrence sont disponibles, ou si des moyennes nationales sont disponibles. Et ça permet, l'ACV permet d'éviter le risque de transfert d'impact entre les étapes du cycle de vie et entre les différentes catégories d'impact. Donc là, en dessous, vous avez une illustration à ce sujet, où à gauche, on a l'état initial, puis à droite, on voit qu'on a augmenté l'impact de l'extraction des matières premières, alors qu'on a réduit l'impact de la fabrication. Avec cette nouvelle salle, je voulais partager avec vous un extrait d'un guide qui a été rédigé par le pôle ELSA, qui sont spécialistes en ACV et surtout en ACV d'agroalimentaire et l'IRSTEA, qui permettait en fait de faire un point sur les bénéfices d'une démarche d'analyse de cycle de vie. Et c'est vraiment un guide qui a usage des entreprises. Et ils font ce tableau qui me paraît très intéressant, des applications de l'ACV en fonction des services qu'on peut avoir dans une entreprise. Par exemple, le service achat, R&D, production, marketing, qualité, direction. Donc on voit par exemple, si on prend l'exemple du service production, on va voir que une des applications de l'ACV, c'est d'identifier les hotspots environnementaux, donc les endroits où on a le plus d'impact. Ça va permettre aussi de faire un benchmark, de se comparer entre des produits, donc soit des produits qu'on a en interne, soit des produits concurrents. Ça va permettre aussi d'être un outil d'aide à la décision pour mettre en place des stratégies de réduction des impacts environnementaux. Ça peut être aussi un outil de réduction indirecte des coûts. C'est vrai qu'on se rend compte souvent que la mise en place d'actions d'éco-conception permet à terme de réduire les coûts de production, parce qu'on va jouer sur les consommations d'énergie, sur la quantité d'emballage qu'on utilise. Donc ça peut avoir des bénéfices financiers aussi. Et il y a aussi des questions de partenariat, donc permettre de choisir d'autres partenaires commerciaux. Si on se rend compte, par exemple, c'est une matière première qui a le plus d'impact, on va essayer de voir comment réduire les impacts de cette matière première. Donc soit notamment en travaillant avec le fournisseur pour voir comment améliorer cela. Donc maintenant, je vais passer à une présentation en fait des différentes étapes du cycle de vie et du vocabulaire associé. Donc vous pouvez voir là sur la slide un schéma des différentes étapes, donc numérotées de 1 à 4. Donc dans un premier temps, quand on fait une analyse du cycle de vie, on va définir son objectif et le champ de son étude. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle une analyse de l'inventaire, ce qui est la collecte de données, donc les données qui vont permettre de calculer l'impact environnemental. La troisième étape, ça va être d'évaluer ces impacts, donc avec différentes méthodes de calcul, différents outils que je vous présenterai. Et enfin, la dernière étape, qui n'est pas forcément la plus aisée, c'est l'interprétation des résultats que l'on obtient, avec aussi l'idée de peut-être communiquer sur ces résultats. Donc ça on le verra aussi.
On va commencer dans un premier temps sur donc l'objectif et le champ de l'étude. Donc c'est une étape qu'il ne faut vraiment pas négliger quand on fait une analyse de cycle de vie, puisque les choix qui seront faits et les objectifs qui seront demandés va jouer sur les méthodes qu'on va employer et sur les choix méthodologiques qu'on va devoir prendre. Donc il faut vraiment bien au début de l'étude de définir l'application envisagée du produit qu'on étudie. Donc à quoi finalement se reposer la question, mais à quoi sert réellement mon produit, les raisons qui conduisent à réaliser une étude de type analyse cycle de vie. Donc, est-ce que la raison, c'est optimiser l'impact de mon produit? Est-ce que c'est donner à mes clients une indication de l'impact du produit qu'ils achètent? Est-ce que c'est pour me comparer avec un produit qui existait avant? Est-ce que c'est pour me comparer avec un produit concurrent, etc. Donc, il faut vraiment bien définir ces raisons et le public concerné. Donc, quelles sont les personnes qui auront ces résultats? Est-ce que ça restera en interne? Est-ce que ce sera pour mes clients ou mes fournisseurs? Est-ce que ce sera pour le consommateur final? Donc par exemple, si on est sur un produit alimentaire, pour la personne qui mange ce produit-là. Et ces 3 points-là, en fait, vont vraiment déterminer des choix méthodologiques qui sont les suivants et que je vais détailler dans les slides suivantes. Donc, ils vont déterminer l'unité fonctionnelle, donc qu'est-ce qu'on va étudier réellement, le périmètre du système à considérer, donc quelles données je vais devoir collecter, et la nature des impacts environnementaux que je vais retenir pour exprimer mes résultats. Puisqu'en fonction de la cible, on va pas forcément utiliser les mêmes indicateurs environnementaux, et en fonction de la nature du produit non plus. Voilà. Et le point particulier que j'aborderai à la fin du webinaire, c'est est-ce que je dois mettre en œuvre une revue critique, donc quel contrôle je dois avoir sur mes résultats en fonction du public qui est concerné par ces résultats. Donc, quand on a défini les objectifs de l'étude, ensuite, l'étape d'après, ça va être de définir donc l'unité fonctionnelle. Donc, ce qu'on appelle unité fonctionnelle ou UF, c'est ce qui quantifie la fonction en fait du système, le service rendu par le produit, et c'est ça qui va assurer la comparabilité entre différents scénarios. L'idée, quand on définit une unité fonctionnelle, c'est de dématérialiser le besoin. Donc on va pas prendre 1 kilo d'huile par exemple ou une voiture, mais on va dire à quoi servent ces produits-là et quelle est leur fonction. Donc il y a des questions à se poser que j'ai inscrit là en bas de cette slide-là. Donc quoi? Donc à quoi sert mon produit? Combien? Donc ça c'est dans certains cas où par exemple si on a une peinture, donc oui on fait la peinture, mais pour combien de mètres carrés il nous faut cette peinture? Donc comment? Donc ça peut être pour la peinture, prends l'exemple de la peinture, c'est peut-être une peinture qui sera utilisée avec un pistolet ou alors une peinture qui sera utilisée en rouleau. Voilà. Et combien de temps? Donc combien de temps mon produit va durer? C'est en général la question qu'on se pose. Et pour la peinture, ça va être combien de temps la peinture va résister avant de s'effriter. Pour des chaussures, ça va être combien de temps je vais pouvoir les porter avant qu'elles soient abîmées. Et c'est vraiment très très important pour pouvoir bien comparer des produits entre eux. Donc je vous ai préparé un petit exemple pour mieux comprendre ce qu'est une unité fonctionnelle. Donc on va comparer 2 peintures A et B. Donc là, vous avez le petit diagramme qui présente les résultats sur un indicateur donné des impacts de la peinture A par rapport à la peinture B et qui sont présentés pour 1 kilo de peinture. Donc là, on s'aperçoit que pour 1 kilo de peinture, la peinture A, elle est plus impactante que 1 kilo de la peinture B. Donc de production de cette peinture et d'utilisation de cette peinture-là. Par contre, on se rend compte que pour peindre 1 mètre carré de mur, il faut qu'on utilise 2 fois plus de peinture B que de peinture A. Donc là, finalement, nos résultats font que on se rend compte que finalement l'impact est identique entre la production et l'utilisation d'une peinture A et la production et l'utilisation d'une peinture B. Donc déjà on peut se poser la question. Ensuite, on se dit ok, je peins 1 mètre carré avec ces 2 peintures, mais la peinture B, elle est plus résistante, elle aura une durée de vie qui est 2 fois. Il y a une petite erreur du coup.
Oui, non, non, la durée de vie de la peinture B sera 2 fois moindre que celle de la peinture A. Donc en fait, on consomme 2 fois plus de peinture B pour un même usage. Donc là, on se rend compte que finalement, la peinture A, elle va avoir un meilleur impact que la peinture B. Et l'unité fonctionnelle qui découle en fait de cette petite expérience, c'est la meilleure unité fonctionnelle, c'est protéger 1 mètre carré de support pendant 20 ans. Donc on a combien 1 mètre carré et pendant combien de temps 20 ans. Voilà. Il faut noter aussi qu'un produit peut bien sûr avoir plusieurs fonctions. Donc pour la peinture, on a protégé les murs et puis étalé la peinture, mais on a aussi la fonction de décorer. Mais dans le cas de l'analyse cycle de vie, on doit faire un choix. Et souvent, on choisit l'unité fonctionnelle qui se réfère à la fonction principale du produit. Donc dans ce cas-là, de la peinture, on a privilégié de peindre 1 mètre carré pendant le plus longtemps possible. Donc quand on a l'unité fonctionnelle, l'unité fonctionnelle est difficile à manipuler quand on a des données d'entrée, quand on va voir la consommation d'énergie, on aura du mal à la reporter à un nombre de mètres carrés couverts pendant une durée de temps. Donc on définit ce qu'on appelle un flux de référence, qui est en fait la quantité de produits nécessaires pour satisfaire l'unité fonctionnelle. Donc par exemple, pour nos peintures qu'on a vues tout à l'heure, pour peindre 1 mètre carré de mur pendant 20 ans, il nous faudra peut-être 15 litres. Et le 15 litres sera le flux de référence. Et c'est à ce flux de référence que tous les intrants et les extrants du procédé seront rapportés. Donc là, on aura, si on regarde l'exemple de la peinture, pour produire la peinture, on aura par exemple 2 kWh pour ces 15 litres-là de peinture. Bon, les chiffres que je donne sont un petit peu farfelus, ne reflètent pas la réalité ni les ordres de grandeur des consommations électriques pour la peinture, bien entendu. Donc pour le flux de référence, je voulais vous donner un autre exemple qui peut être parlant, qui est celui des chaussures. Donc on va avoir deux systèmes différents de chaussures. Une chaussure en cuir de haute qualité, et le deuxième système, une chaussure un peu plus bas de gamme. Pourtant, la fonction de ces deux produits sera la même, sera de protéger les pieds du froid et des intempéries. Donc l'unité fonctionnelle, une des unités fonctionnelles possibles sera de fournir une paire de chaussures fonctionnelles pendant 1 an. Et le flux des références pourra être différent entre ces deux paires de chaussures. C'est-à-dire que la chaussure de haute qualité, on pourrait se dire qu'elle a une durée de vie de 2 ans. Donc le flux de référence serait 0,5 paires de chaussures pour satisfaire à l'unité fonctionnelle qui est une paire pour 1 an. Et par contre, pour la chaussure plus bas de gamme, on peut se dire que sa durée de vie sera 6 mois. Donc le flux de référence, ce sera de produire 2 paires de chaussures pour satisfaire à l'unité fonctionnelle d'une paire de chaussures fonctionnelles pendant 1 an. Là, il y a encore un autre exemple. Donc, j'insiste sur l'exemple de l'unité fonctionnelle parce que c'est vraiment quelque chose qui est très important, à la fois quand on veut faire réaliser une analyse cycle de vie et aussi quand on voit des résultats d'analyse cycle de vie pour pouvoir les interpréter et voir s'il n'y a pas une mauvaise interprétation due à une unité fonctionnelle qui n'est pas cohérente pour le produit étudié. Donc c'est intéressant, même si vous ne faites pas d'analyse de cycle de vie, mais que vous lisez des rapports et des résultats d'autres organismes, d'avoir vraiment ça en tête. Donc je réinsiste avec un dernier exemple là-dessus. Donc on va prendre l'exemple d'une protection contre les intempéries et le froid. Donc la première étape, ça va être d'identifier les fonctions. Donc on a une fonction, on se protège contre les intempéries et le froid. Donc là, on avait précisé sous le climat écossais. Une autre fonction est esthétique, puisque les acheteurs de systèmes protection contre la pluie, ils vont regarder aussi le design de ce qu'ils achètent. On va quand même, en étape 2, sélectionner la fonction principale qui reste la protection contre les intempéries, et on va définir une unité fonctionnelle. Donc l'unité fonctionnelle retenue, c'est une protection contre les intempéries fonctionnelle pendant 1 an et adaptée au climat dans lequel on se trouve. Bon. Pour cette unité fonctionnelle, on a plusieurs scénarios. Donc soit on peut acheter le premier parka qui est en coton huilé, qui a une durée de vie de 10 ans, ou alors on peut s'acheter un imperméable qui a une durée de vie de 5 ans, ou alors un parapluie qui a une durée de vie de 2 ans. Et là, il faut définir du coup le flux de référence. Donc pour la veste, le flux de référence sera produire 0,1 veste, puisque sa durée de vie est de 10 ans. Pour l'imperméable, ça va être 0,2 veste. Et pour le parapluie, ça va être 0,5 parapluie, puisqu'il a la durée de vie la plus courte.
Donc quand on a bien cette unité fonctionnelle et surtout qu'on connaît les objectifs de notre étude, on va définir le périmètre à considérer. Souvent, dans la plupart des cas, on a vraiment un périmètre donc du berceau à la tombe, donc qui prend en compte, là c'est un exemple d'un produit alimentaire et plus particulièrement de l'huile, qui va prendre en compte la phase agricole, la phase de transformation industrielle, la distribution, la consommation, la fin de vie des emballages et du produit. Donc en généralement c'est ça. Mais on voit aussi des études qui ont comme périmètre ce qui s'appelle cradle to gate, donc c'est de l'extraction donc du berceau jusqu'à la porte de l'usine, et qui ne vont étudier, donc dans notre cas par exemple, que la phase agricole et la phase industrielle. Ces choix peuvent s'entendre de limiter le périmètre à quelques étapes du cycle de vie, peuvent s'entendre en fonction des objectifs de son étude. Si on étudie deux produits différents mais qui vont avoir exactement la même fonction avec la même durée de vie, qui seront incorporés dans les mêmes produits, ça peut s'entendre de se limiter de l'approche du berceau jusqu'à la porte de l'usine, puisqu'on considère que les phases amont de distribution, consommation, fin de vie seront identiques. Et surtout, si c'est une étude qu'on destine à rester en interne, ça peut suffire comme outil de décision pour l'industriel pour mettre en place des actions d'éco-conception. Donc ça s'entend de limiter le périmètre, mais il faut vraiment avoir des raisons de le faire et on le pioche dans l'unité fonctionnelle et les objectifs de l'étude et les personnes qui seront susceptibles de voir les résultats. Donc on a défini cet objectif, l'unité fonctionnelle et le périmètre de l'étude. On va pouvoir passer à l'analyse de l'inventaire. Donc l'inventaire de cycle de vie, en fait, on va décrire quantitativement les flux de matière, d'énergie et de polluants pour tous les processus élémentaires qui composent notre produit et en tout cas qu'on a décidé d'étudier. Donc processus élémentaire ou alors on peut dire plus simplement étape du cycle de vie. Donc là dans cette illustration, on a un processus élémentaire, par exemple fabrication, utilisation. À gauche, on va renseigner tous les entrants input de ce processus et à droite tous les sortants ou output de ce processus-là. Sachant qu'on a des intrants qui proviennent d'un autre processus élémentaire qui est ou pas dans notre cycle de vie. Donc là, donc le processus dans cette image, je dis que le processus élémentaire précédent fournit la matière première au processus élémentaire qu'on étudie plus particulièrement. Et de la même façon, en fait, le produit principal du processus élémentaire qu'on étudie va alimenter le processus élémentaire suivant qu'on va étudier. Donc il génère un produit intermédiaire ou un produit quasi fini. Quand on fait cet inventaire de cycle de vie et en gros, ça consiste à vraiment faire l'inventaire de tout ce qui rentre dans l'usine et tout ce qui sort de l'usine, il faut quand même faire la distinction entre deux types d'intrants et de sortants qu'on appelle les flux intermédiaires et les flux élémentaires. Donc les flux intermédiaires sont en fait les biens transformés. Qui vont rentrer dans mon usine. Donc si on prend le cas de l'huile, ça va être la graine qui va rentrer, ça va être aussi l'électricité que je récupère du réseau, les matières plastiques par exemple pour faire un emballage, etc. On dit que tous ces intrants viennent de la technosphère, donc ce qui est marqué ici. Pareil pour les sortants, c'est des produits qui sont transformés, qui sortent. Les flux élémentaires, c'est des flux qui ont une interaction directe avec l'environnement. On dit que c'est des ressources qui viennent de l'écosphère ou qui sont restituées à l'écosphère. Donc ça va être typiquement un minerai qu'on va extraire du sol. Ça va être l'eau d'une rivière ou l'eau de forage si on la fore soi-même. Ça va être aussi l'utilisation des sols qu'on fait, c'est-à-dire notre emprise au sol et plus particulièrement pour l'alimentaire, un point particulier, les changements d'affectation des sols. Donc c'est par exemple quand on retourne la terre, on enlève du stock carbone et ce genre de choses des sols. Et donc ça c'est pour la partie intrant, et la partie sortant, c'est toutes les émissions qu'on va avoir dans l'air, l'eau, le sol. Donc par exemple pour les chaudières, on va émettre du dioxyde de carbone, des particules vers l'air, donc c'est un flux élémentaire. Et pareil dans l'eau, on peut émettre du phosphore, de l'azote dans l'eau. Donc pareil, ce sera un flux élémentaire. Et ces flux,
on a des modélisations qui donnent un lien précis entre ce flux élémentaire qui est rejeté et un impact environnemental donné. Donc là, l'exemple le plus simple, c'est on a une chaudière, on émet du dioxyde de carbone dans l'air. Le dioxyde de carbone participe au changement climatique. Donc on a vraiment un lien qui est direct, alors que pour les flux intermédiaires, le lien n'est pas forcément direct. Je sors du plastique usagé de mon processus élémentaire. J'ai pas directement l'impact de ce plastique usagé sur le changement climatique ou sur d'autres impacts environnementaux. Donc c'est pour ça que qu'il faut séparer ces deux types de flux et que les flux intermédiaires, on va devoir essayer de les transformer pour connaître les flux élémentaires qui le composent et leur impact sur l'environnement. Donc pour ça, on va utiliser des bases de données d'inventaire de cycle de vie, donc base de données d'ICV, qu'on peut aussi appeler base de données d'arrière-plan. Dans certains utilisateurs de la CV le nomment comme ça. Et en simplifiant, en fait, on va transformer ces flux intermédiaires dont on ne maîtrise pas totalement la production en flux élémentaires. Schématiquement, je vous propose cette slide-là qui est notre façon de présenter les choses. Donc j'ai ma donnée d'activité qui est ma quantité du flux intermédiaire. Donc par exemple, je consomme 1 kWh électrique. Donc ma donnée d'activité, c'est 1 kWh électrique. Dans ma base de données d'ICV ou dans ma base de données d'arrière-plan, je vais avoir tous les flux élémentaires qui sont liés à la production d'un kilowattheure électrique. Et donc je vais les utiliser, ça va me donner en fait l'inventaire de cycle de vie complet de mon procédé spécifique, qui est en fait une liste des flux élémentaires entrants et des flux élémentaires sortants. Donc ça, je veux bien concevoir que c'est quelque chose qui est un petit peu difficile pour des personnes qui ne sont pas habituées à faire de la CV, à comprendre, mais bon, c'est bien d'avoir cette notion-là quand on regarde des résultats ou quand on essaie de faire une approche ACV. Là, je voulais vous présenter un exemple de la trituration de la graine de colza pour que ça soit un peu plus facile à appréhender cette notion de flux élémentaire et de flux intermédiaire. Donc, pour la trituration, donc la trituration, c'est on prend des graines de colza, schématiquement, on les presse et on obtient de l'huile brute. Donc, pour faire cette trituration en flux intermédiaire, on va avoir des graines de colza, des produits chimiques, de l'énergie, donc sous forme de gaz naturel, d'électricité, et on va utiliser aussi de l'eau du réseau. Alors l'eau du réseau, elle est dans les flux intermédiaires, puisque cette eau, elle n'est pas prélevée directement dans la nature, elle est transformée, elle est potabilisée avant d'arriver sur un site donné. En sortant, on va avoir notre huile brute de colza, des tourteaux qui sont les deux produits de la trituration, et on a des déchets, donc des déchets organiques, notamment les impuretés qui pouvaient arriver avec la graine, des petites branches ou autres impuretés, et on a aussi des déchets d'emballage, notamment des produits chimiques, des bidons de produits chimiques qu'on aurait pu utiliser. Donc à noter que la graine de colza, qui est un intrant, provient du procédé phase agricole, qui a lui-même des intrants et des sortants, et l'huile de colza, qui est un sortant, va aller vers un autre procédé qui s'appelle le raffinage. Et dans les flux élémentaires, du coup pour la trituration, on a l'eau de la rivière, qui est utilisée notamment pour du refroidissement, par exemple. On a l'utilisation des sols, donc qui est l'implantation de l'usine, donc son emprise au sol. Et on a comme sortant des émissions de produits chimiques vers l'air, des émissions de vapeur d'eau, parce qu'à un moment donné, on va sécher la graine, donc on émet des vapeurs d'eau vers l'air. Et on peut avoir des émissions de matière organique vers l'eau, de type azote, phosphore, donc ils vont vers une station d'épuration ou directement dans le milieu naturel en fonction des teneurs, bien sûr, de ces matières organiques-là. Donc si on modélise, si on présente comment on va utiliser les bases de données d'ICV dans ce cas-là, donc en fait tous les flux intermédiaires présentés pour une tonne de graines pressées, donc le gaz, l'électricité, les produits chimiques, etc., vont être associés à leur inventaire de cycle de vie contenu dans les bases de données ACV et vont donner l'ICV de l'étape, qui est la liste des flux élémentaires entrants en sortant, et il y a au minimum 1000 flux qui sont indiqués.
Donc, pour conclure sur l'analyse de l'inventaire, les personnes qui sont un peu novices en évaluation environnementale, en analyse de cycle de vie, ne le savent pas forcément, mais c'est vraiment l'étape la plus chronophage dans une étude. C'est vraiment un travail minutieux de collecte des données, de connaître tous ces intrants, combien j'ai d'intrants pour quel produit fini et autres. Et c'est souvent des données dont on n'a pas forcément connaissance. On est obligé de faire des recherches à ce sujet. Donc c'est vraiment l'étape la plus chronophage et en même temps c'est aussi l'étape la plus essentielle puisque la qualité de ces données d'inventaire va conditionner la qualité des résultats qu'on va obtenir derrière. Donc là, on va passer sur l'étape de l'évaluation des impacts. Donc un impact environnemental, qu'est-ce que c'est? En fait, ça désigne l'ensemble des modifications qualitatives, quantitatives et fonctionnelles de l'environnement, qu'elles soient positives ou qu'elles soient négatives, engendrées par un projet, un produit que l'on fabrique. Et du coup, une évaluation d'un impact environnemental, elle est quantifiée grâce à des mesures d'indicateurs de flux ou d'indicateurs d'impact potentiel. Ces indicateurs, en fait, les méthodes de calcul de ces indicateurs sont des choses qui sont faites scientifiquement. Donc c'est des centres de recherche qui développent ces méthodes-là. Donc comment est généré un impact, en tout cas qu'est-ce qu'il faut avoir en tête quand on évalue les impacts environnementaux, c'est ces chaînes de cause à effet entre une émission d'un flux élémentaire et son impact sur l'environnement. Donc là il y a deux exemples, un sur l'émission de CFC, donc qui est un gaz destructeur de la couche d'ozone, et un sur l'émission de gaz à effet de serre. Donc pour prendre l'exemple d'émission de CFC, donc on émet cette molécule au niveau de notre fabrication. Son impact direct, c'est de détruire la couche d'ozone. Donc c'est vraiment la destruction de la couche d'ozone, ça va être un indicateur d'impact qu'on appelle aussi en ACV un indicateur midpoint. Mais cette destruction de la couche d'ozone a des conséquences, notamment une plus forte exposition aux UVB et ensuite des conséquences sur la santé humaine. L'exposition des UVB a cette conséquence-là. Et du coup, l'indicateur santé humaine est un indicateur d'impact. On va plus parler dans ces cas-là d'un indicateur de dommage, puisque c'est plus le dommage lié aux différents impacts de notre émission de CFC. Et on va plus parler d'indicateur endpoint. Donc, dans les ACV, vous allez trouver des études qui vont étudier des indicateurs midpoint, donc des indicateurs d'impact, et des études qui vont étudier des indicateurs endpoint, comme la santé humaine. L'intérêt d'un indicateur endpoint, c'est qu'il y a une meilleure communication des résultats pour un grand public. C'est-à-dire que quand on parle de santé humaine, forcément, ça va parler tout de suite à un consommateur. Alors qu'un midpoint, ça peut être un peu moins parlant. Mais par contre, au niveau scientifique, il y a une plus grosse incertitude sur les indicateurs endpoint que midpoint, puisque la cause à effet d'une émission de CFC sur la destruction de la couche d'ozone, c'est un mécanisme qui est plutôt bien connu. Donc il n'y a pas les scientifiques sont assez d'accord sur son impact. Par contre, le lien de cause à effet entre la destruction de la couche d'ozone et la santé humaine, c'est un petit peu plus difficile à modéliser, donc il y a moins de consensus à ce sujet. Donc effectivement, il y a une plus grosse incertitude sur des résultats qu'on peut avoir d'un lien entre une émission de CFC et la santé humaine. Donc c'est des choses sur lesquelles il faut faire attention. Il y a beaucoup, nous à l'ITER, c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur les indicateurs midpoint. Dans un but d'éco-conception, c'est peut-être plus intéressant de travailler sur un indicateur midpoint et pour un but peut-être plus de communication plus large, de travailler sur des indicateurs endpoint. Dans les faits, pour comment on calcule un indicateur midpoint, en fait, on a des méthodes de calcul qui sont validées scientifiquement parlant. On associe à la masse d'un intrant ou à la masse d'un sortant ce qu'on appelle un facteur de caractérisation. Donc ça veut dire l'indicateur d'impact de cette substance-là. Et en fait, notre résultat, c'est la somme de la masse de tous les intrants et de tous les sortants multiplié par leur facteur d'émission, leur facteur de caractérisation particulier. Donc par exemple, on va engendrer du méthane. Notre fabrication va engendrer 1 kg de méthane. L'impact du méthane sur le changement climatique et sur l'émission de gaz à effet de serre est connu. Donc si je me trompe pas, 1 kg de méthane, c'est l'équivalent d'une émission de 28 kg de CO2.
Donc ma fabrication aura un impact sur le changement climatique, si on tient compte que du méthane, de 28 kg équivalent CO2. C'est à peu près la mécanique qui se développe. Donc tous ces sommes-là entre les masses et les facteurs de caractérisation nous permettent d'avoir des profils environnementaux, donc sur différents indicateurs. Il nous permet aussi de faire des répartitions par rapport aux phases et aux étapes du cycle de vie. Il y a des relations, donc ça c'est pour l'indicateur midpoint, ça fonctionne un peu pareil pour les indicateurs endpoint, sauf qu'il y a vraiment une relation directe entre un indicateur midpoint et un indicateur endpoint. On part rarement d'un flux élémentaire pour arriver directement à un indicateur endpoint, il y a toujours cet intermédiaire midpoint. Donc là on le voit dans ce schéma, on a un flux élémentaire, on calcule ses impacts sur plusieurs indicateurs midpoint, et pour simplifier, on regroupe plusieurs indicateurs midpoint qui vont participer à un indicateur endpoint comme la santé humaine par exemple. Donc là, notre flux élémentaire a permis de calculer les impacts sur la toxicité humaine, sur les effets respiratoires, les radiations ionisantes, la destruction de la couche d'ozone, l'oxydation photochimique. Et ces indicateurs-là, midpoint, ont un impact sur la santé humaine. Donc il y a des facteurs de pondération qui sont créés entre ces indicateurs-là et qui permettent de calculer un impact global sur la santé humaine. Sur cette slide, vous avez les différentes méthodes de calcul qui existent et qui sont reconnues. Pour simplifier, en orange, c'est vraiment les méthodes qui sont les plus reconnues d'un point de vue scientifique. Donc, dans les années 2009, c'était plus la méthode récipée, mais qui est encore une méthode très très utilisée actuellement, qui était la plus reconnue. Donc, quand je dis la plus reconnue, c'est que les indicateurs midpoint sont bien construits et font consensus d'un point de vue scientifique. Donc, c'est-à-dire que la méthode de calcul entre une émission et un indicateur midpoint est vérifiée et fiable, et le calcul entre les indicateurs midpoint et endpoint sont aussi cohérents. Donc, avant c'était récipé, ce qui est encore assez utilisé actuellement. Il y a aussi en 2012 la parution de la méthode ILCD, qui est une méthode européenne développée par la Commission européenne, donc qui fait consensus et qui est largement utilisée. Et il y a une nouvelle méthode, donc il date d'il y a 2 ans, mais qui est un petit peu moins utilisée, mais qui a priori est très prometteuse, qui est la méthode Impact World Plus, donc qui provient de mise à jour de méthodes anciennes. Donc c'est là où il faut se rendre compte aussi que l'ACV est établi scientifiquement parlant, mais c'est un processus qui continue de vivre en fonction des évolutions scientifiques et à force de découvrir en fait des relations de cause à effet entre des substances et un impact sur l'environnement. Donc c'est quelque chose qui va continuer à vivre, et il faut avoir conscience de ça quand on va faire une évaluation. Pour guider la sélection des indicateurs environnementaux, je vous ai mis là un imprimé écran de trois publications rédigées par l'ILCD, donc qui fait partie de la Commission européenne, c'est des règles un peu édictées par la Commission européenne, qui vont vous permettre de savoir quels sont les indicateurs environnementaux qui existent, et lesquels sont les plus pertinents à utiliser, et surtout quelle méthodologie de calcul on met derrière chaque indicateur environnemental. Donc ça vous permet, si vous voulez approfondir ces sujets de sélection des indicateurs environnementaux, c'est des bonnes bases pour vous permettre de faire des choix à ce sujet, et aussi de comprendre certains indicateurs si vous les voyez par exemple dans des publications et que vous comprenez pas vraiment le sens et comment on calcule ces indicateurs-là. Donc sachant que les indicateurs, le choix, j'en ai pas parlé parce que je manquais un petit peu de temps aujourd'hui, mais le choix des indicateurs environnementaux se fait aussi en fonction de l'objectif de son étude. Donc la nature des indicateurs étudiés se fera en fonction de la nature du produit et de son objectif. Si on va comparer un produit pétrosourcé avec un produit biosourcé, il faudra choisir des indicateurs qui reflètent le plus des impacts de ces deux catégories de produits-là. Bon, alors bien sûr, il y a des guides qui existent, des guides français, des guides internationaux sur certaines catégories de produits qui donnent des recommandations sur quel indicateur utiliser. Donc, faut pas hésiter à s'inspirer de ces guides. Donc, quand on a évalué les impacts environnementaux, on va interpréter les résultats. Donc voici les principales étapes d'interprétation. Donc la première, ça va être d'identifier les points significatifs.
Donc là où on a le plus, quelle est l'étape de cycle de vie où on a le plus d'impact, quel est l'indicateur, donc quelle est la nature de l'impact environnemental qui ressort, qui semble prépondérant. Et en parallèle, il faut absolument faire une vérification de nos modélisations, donc contrôler qu'on a été exhaustif dans la collecte de données, que faire ce qu'on appelle un contrôle de sensibilité, de se dire, voilà, j'ai mis comme valeur 5 kWh de consommation par kilogramme de produit dans ma modélisation, mais j'en étais pas sûr. Je me dis que ça pourrait varier entre 4 et 6. Il faudrait peut-être voir l'impact de faire varier ces valeurs-là sur les résultats. Se dire, voilà, là, sur les données dont j'étais pas sûr à 100%, il faut que je m'amuse à essayer de changer la valeur pour voir l'impact réel de mon hypothèse qui était de prendre 5 kWh de consommation. Bien sûr, on va aussi contrôler la cohérence des résultats pour s'assurer qu'on n'avait pas fait d'erreur, soit dans la saisie ou dans d'autres domaines. Et ça va nous amener à faire des conclusions et des recommandations et présenter aussi les limites de notre étude, parce qu'il y a toujours des limites. En résumé, du coup, pour les étapes d'interprétation, en fait, on va analyser les résultats par indicateur et par étape du cycle de vie pour identifier les éléments les plus contributeurs aux impacts. On va devoir avoir un sens critique, donc vérifier que nos résultats sont plausibles. Et on va faire ce que j'ai présenté à l'heure, des analyses de sensibilité, donc voir par rapport aux hypothèses qu'on a prises, si on changeait d'hypothèse, si ça varierait notre conclusion ou pas. Et c'est à partir de cette interprétation-là qu'on va faire des recommandations, et notamment proposer des axes d'amélioration. Alors souvent, nous, quand on fait des analyses de cycle de vie, on a deux types d'axes d'amélioration. Un premier, c'est améliorer le bilan environnemental. Donc ça veut dire, si on a des données qu'on ne connaissait pas à 100%, une des étapes, ça va être d'essayer de creuser ces données-là pour savoir avoir quelque chose de plus fin. Les deuxièmes types d'axes d'amélioration, c'est effectivement d'agir sur les impacts environnementaux du produit et trouver des actions pour pouvoir les réduire. Je voulais vous présenter là un exemple de répartition d'impact entre les différentes étapes de cycle de vie. Donc là, c'est l'exemple d'une crème cosmétique, de la fabrication d'une crème cosmétique. On a 5 indicateurs qui sont donc indicateurs midpoint, qui sont le changement climatique, l'écotoxicité des eaux douces, l'eutrophisation marine, la diminution des ressources fossiles et les émissions de particules fines. Et on voit la répartition entre différentes étapes du cycle de vie. Donc là, en orange, on voit que c'est le transport de la crème cosmétique. On se rend compte que l'impact du transport est assez important sur l'ensemble des indicateurs qu'on a étudiés. Donc ce sera un point à examiner pour essayer de voir comment réduire cet impact-là. On voit aussi que la fabrication de la crème cosmétique, donc c'est en jaune. Donc en jaune, on a la fabrication de la crème cosmétique, et ils avaient voulu identifier un des intrants de cette crème qui était l'huile de palmiste. Donc le jaune et le bleu, je dirais, c'est la composition de la crème. Donc là, on voit aussi qu'il y a un impact qui est important, surtout sur l'indicateur eutrophisation marine. Donc c'est ce type de choses qu'on va devoir étudier pour voir comment réduire. Donc ça, ce genre de graphique, c'est typiquement le résultat qu'on a quand on fait une analyse de cycle de vie. On voit les répartitions par étape de cycle de vie. Ensuite, dans cette étude, j'ai mis la source, c'est une publication de Martinez et al. De 2017. Donc pour cette étude-là, ils voulaient se focaliser sur l'huile de palmiste et voir l'impact d'un mode de culture différent en fait pour cette huile. Puisqu'en fait, dans cette huile palmiste, il peut y avoir des modes de culture différents qui induisent un impact plus ou moins grand au niveau de l'environnement. Donc ils ont fait une analyse sensibilité, donc ça c'est ce que j'ai présenté tout à l'heure. Et ils ont essayé de voir par rapport à le scénario qu'ils avaient pris de référence, donc qui est production d'huile de palmiste standard, un scénario avec un approvisionnement différent qui est le scénario déforestation, et un scénario occupation des tourbes. Puisque en fait les palmiers peuvent être aussi
aussi cultivés dans ce type de milieu. Et là, ils se rendent compte, donc là, c'est l'impact sur le produit complet qui est la crème cosmétique. Ils se rendent compte que s'ils utilisaient des huiles de palme issues de la déforestation ou de l'occupation des tourбes, ça augmenterait leur impact sur deux indicateurs qui ont été étudiés, qui sont le changement climatique et l'utilisation des sols. Donc ça permet, cet exemple-là permet de voir l'intérêt de faire une analyse de sensibilité, notamment sur la provenance de ces matières premières, en disant j'ai une matière première, je prends une donnée moyenne de ma matière première dans les bases de données, mais je sais que j'ai plusieurs types de fournisseurs. Un fournisseur, par exemple, qui va faire du biologique, un fournisseur qui me fournit une matière première biosourcée ou pétrosourcée, etc. Et donc c'est des scénarios après qu'on peut comparer et qui permettent aussi d'avoir des pistes d'éco-conception pour ces produits. Donc ces éléments-là servent à faire l'interprétation. Et là, pour finir sur l'étape d'interprétation, je voulais faire un point sur la communication. Pour vous dire qu'en fait, la norme ISO 14040 qui définit les principes de l'analyse de cycle de vie impose de réaliser une revue critique lorsque ces ACV sont faites à des finalités comparatives. Donc c'est ce que j'ai marqué là, c'est le texte de la norme. Moi, je le résume avec ce schéma-là. C'est quand on fait une analyse cycle de vie, si elle n'est pas comparative, la revue critique, elle n'est pas obligatoire. Elle est recommandée, mais pas obligatoire. Par contre, si elle est comparative, il faut se poser la question de à qui sont destinés ces résultats. S'ils ne sont pas destinés au grand public, on peut faire une revue critique qui est un peu plus simple. Par contre, si elles sont destinées à être communiquées au grand public, il faut que la revue critique, elle soit totale, donc plus approfondie. Et en fait, la revue critique, c'est de prendre l'idée de prendre des partenaires, de prendre souvent des prestataires extérieurs qui vont regarder comment vous avez réalisé votre analyse. Pour voir si les méthodes utilisées elles sont en accord avec les principes des normes internationales, si les méthodes utilisées sont valides d'un point de vue scientifique, est-ce que les données utilisées sont de bonne qualité, donc est-ce que l'inventaire de cycle de vie a été bien fait et en accord avec les objectifs de l'étude, et est-ce que l'interprétation qu'on fait de ces résultats est fidèle et reflète bien l'objectif de l'étude et les limites qu'on aura pu avoir. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête quand on veut faire une analyse cycle de vie pour être communiqué largement. C'est qu'il faut se prévoir une revue critique et c'est un certain budget. Les revues critiques pour une ACV comparative destinée à un grand public, souvent on a des panels de 3 personnes qui les constituent, où il faut qu'il y ait un expert analyse de cycle de vie, un expert et un expert filière. Un ou deux experts filières qui permettront de voir si les données qui sont collectées et qui sont utilisées sont cohérentes ou pas. Voilà. Donc pour conclure au sujet de l'analyse cycle de vie et de l'évaluation environnementale, donc l'analyse cycle de vie, elle permet de faire un diagnostic environnemental exhaustif basé sur la pensée cycle de vie. C'est une méthode pertinente pour comparer des résultats et étudier des scénarios alternatifs. Les résultats chiffrés. Il faut avoir en tête que les résultats chiffrés correspondent à une modélisation des impacts et pas à une mesure directe. On a des flux intermédiaires et des flux élémentaires qui vont être transformés en impact sur l'environnement avec des méthodes scientifiques développées par des centres de recherche. Et une autre des conclusions, c'est que la CV fait partie des outils au service de la mise en œuvre d'une démarche d'éco-conception. Par contre, la méthode a certaines limites. Il y a des problèmes, il peut y avoir des problèmes de représentativité des ACV, ce qui est notamment lié à des problèmes d'exhaustivité des inventaires de cycle de vie. L'inventaire du cycle de vie est peut-être des fois pas assez approfondi pour vraiment avoir des conclusions très marquées. C'est une méthode qui peut être aussi un peu complexe dans l'exploitation de ces résultats. C'est une mécanique, c'est un vocabulaire à avoir. Malgré ce webinaire d'1 heure, c'est vrai que je me rends compte qu'il y a certaines notions qui doivent être dures à appréhender dans cette heure-là. Des fois, il y a des difficultés aussi de hiérarchisation quand on compare un produit. C'est-à-dire que si on étudie 5 indicateurs, le produit 1 il sera meilleur sur 2 indicateurs et le produit 2 il sera meilleur sur
les 3 autres indicateurs. Donc des fois, on peut pas avoir des avis tranchés sur certaines comparaisons. Et en dernier, on peut aussi avoir des limites sur les méthodes d'évaluation des impacts qui sont utilisées. Même si maintenant une majorité des indicateurs midpoint sont validés scientifiquement parlant. Et donc ne portent pas portent à consensus, donc ça c'est moins grave, mais il y a certains indicateurs qui sont encore en voie de développement. Je pense notamment à des indicateurs sur les changements d'affectation des sols, et aussi certains indicateurs endpoint qui sont plus soumis à controverse. Donc il faut avoir ça en tête, en tout cas quand on interprète les données et surtout quand on les communique. Donc voilà mes principales conclusions. Bon, j'en avais d'autres aussi que vous voyez dans cette slide-là, mais en fait ça résume ce que j'ai dit avant. Il faut vraiment avoir en tête que c'est une méthode qui est en progrès constant et qui est soutenue et qui est de plus en plus utilisée. Quand on a des financements, par exemple pour développer un produit innovant, c'est quelque chose qui est demandé par les financeurs, de devoir faire une évaluation environnementale de son produit. Il y a toute une communauté scientifique aussi qui est derrière, qui se réunit en congrès internationaux assez fréquemment. Et c'est vraiment quelque chose c'est une méthode qui est assez solide et intéressante à utiliser. Donc je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Alors vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, je vais passer un petit peu l'heure, mais si vous avez quand même des questions, vous pouvez voir, il y a un endroit où vous pouvez écrire vos questions sur l'interface du webinaire et j'y répondrai avec plaisir. Je vous affiche aussi la dernière slide avec mes coordonnées par mail. Donc si vous avez aussi des questions qui vous viennent pas tout de suite, vous pouvez me les poser par mail, il y a aucun souci. Donc ce webinaire sera suivi de 2 autres webinaires. Le premier qui est planifié dans 2 semaines, le 27 novembre à 14h, qui va plus particulièrement parler de l'ACV appliquée au secteur des huiles végétales. Et un 3e webinaire qui est dans 4 semaines, le 11 décembre, qui va parler de la formation, qui va être une formation à l'utilisation de l'outil ACVoil, qui est un outil que l'ITERG a créé sous format Excel pour pouvoir modéliser les impacts d'une production d'huile et aussi d'une production de produits alimentaires formulés à base d'huile. Donc vous aurez l'occasion si ce webinaire vous a intéressé, vous avez l'occasion d'accéder aux autres webinaires.